Un papa, une maman et des enfants, ce modèle peut sembler parfois dépassé. On va vous parler de nouvelles familles ce soir dans Autrement, d'autres manières de faire famille et pourquoi pas coparenter avec un, deux, trois ou quatre parents par exemple. Plusieurs exemples ont nourri notre réflexion. Il y en a deux sur le plateau qui sont d'accord de témoigner parce que c'est pas toujours facile de témoigner quand on parle de sa propre famille. Avec nous ce soir Tatiana Pessoa, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maman d'une enfant avec deux papas. Oui, tout à fait. Et vous vivez à trois. On ne va pas en dire plus pour le moment parce qu'on aura l'occasion de passer la porte de chez vous pour découvrir comment se passe votre modèle parental. En face de vous, Antoine Lemaire. Alors Antoine, vous avez l'intention de fonder famille et aussi sur ce système de coparents. En un mot, expliquez-moi, c'est quoi votre projet ? Alors, moi, c'est une amie qui m'a proposé de faire un enfant ensemble en 2018 parce que je parlais beaucoup de mon désir d'enfant à l'époque. J'étais célibataire. Et étant homo, c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser et qui ne sont pas forcément super faciles à résoudre. Quand on est homo, on fait le deuil d'une parentalité hyper naturelle, hyper traditionnelle déjà. Et en tout cas, on fait le deuil de la facilité, de quelque chose qui se passerait sans qu'on y réfléchisse. On est forcé d'y réfléchir. Et c'est plutôt finalement sain puisque je me suis amené à poser plein de questions sur ce désir. Est-ce qu'il était légitime ou pas ? Est-ce que je m'en sentais capable ou pas ? Et ça a fait son chemin et en 2018, il y a eu un écho, quelque chose qui a rebondi sous la forme de cette invitation, de cette proposition magnifique et géniale de ma pote qui est venue me voir en me disant j'entends ton désir, t'es une personne fantastique, on se connaît depuis un moment, est-ce que tu veux pas qu'on fonde une famille ensemble ? Et là c'est l'armoire qui tombe sur la tête et le fait d'avoir envie de dire oui et en même temps de se dire mais c'est une responsabilité énorme, ça se prépare, qu'est-ce qu'il y a ? Et là c'est l'avalanche de questions et c'est tout un processus qui a eu lieu depuis et aujourd'hui on est dans des démarches médicales de PMA ensemble. Donc, pour tenter d'avoir cet enfant. Voilà, pour tenter d'avoir cet enfant. J'apprends plein de choses sur la biologie. C'est pas du tout aussi simple que ce qu'on dit dans les manuels scolaires. On est dans un hôpital formidable et avec une équipe super chouette. Et du coup, on avance là-dedans et c'est difficile, mais il y a plein de choses. On est plein d'espoir pour que ça fonctionne. Allez, vous nous raconterez aussi comment ça se passe, notamment à l'hôpital, et de quel hôpital il s'agit. Je pense qu'on pourra le dire. C'est important aussi de montrer les lieux qui peuvent aider dans ce genre de processus. Joanne Sausson, vous êtes avec nous aussi ce soir, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci de nous accompagner pour répondre justement à ces questions sur ces nouvelles familles auxquelles vous êtes confrontée en tant que professionnel juridique. Oui, effectivement, de plus en plus, on est amené à rencontrer des personnes qui ont des projets qui sortent effectivement du schéma classique. On a été déjà habitué par les adoptions dans les couples de même sexe, mais maintenant on a des projets qui vont au-delà, effectivement, qui sont des projets de parenté à 3 ou à 2, ou pas nécessairement, mais en tout cas de construction d'un projet parental singulier. Qui sort de la norme. Oui. Alors, évidemment, c'est important aussi. Toutes les familles aujourd'hui sont particulières et ne respectent plus forcément un modèle traditionnel. Il y a des familles recomposées, parfois plus que des familles composées à la base. Et on a fait le choix aujourd'hui de parler de coparents qui choisissent ce modèle familial avant la naissance de l'enfant. Donc comme vous, Tatiana, où vous avez choisi avec vos deux partenaires de vie. Alors, expliquez-nous d'abord comment ils sont vos partenaires de vie, ces deux papas. Qui ils sont par rapport à vous ? Alors donc eux, ils forment un couple, donc deux hommes qui forment un couple. Et moi, je connaissais très bien un d'entre eux, donc Gabriel, puisqu'on a été un couple aussi il y a très longtemps. On est restés très proches, très amis, et puis voilà, par la force des choses, à un moment donné, enfin pas forcément par la force des choses, en fait, à un moment donné, chez moi, la question s'est posée très fort, ou ce désir, dont tu parlais aussi, de faire famille, et il y a eu cette évidence, en fait, de leur demander à eux. Oui, à ces deux personnes-là. Voilà, c'est ça. Alors, on va les voir justement, Gabriel et Luca, qui sont vos colocataires dans votre maison du côté de Saint-Gilles. Je vous propose de découvrir cette séquence en images. On est un trio familial. Un trio parental, c'est trio parental, trio familial, c'est ça qu'on dit d'habitude.
Ah, moi je dis une famille. Tu dis une famille? Ouais. Oui, parce que ça, c'est plus romantique. Plus romantique. Je m'appelle Gabriel et je suis le papa de Mathilde. Je suis Luca et aussi je suis le papa de Mathilde. Le premier papa de Mathilde, le deuxième papa de Mathilde, un des papas de Mathilde. Je suis Tatiana et je suis la maman de Mathilde. On a acheté une maison à trois. Ça, c'était le projet initial pour vivre à trois dans la même maison. On est en plein travaux, en cœur, mais on vit quand même dans la maison, tous les trois. Vu que moi et Gabriel, on a une chambre, Tatiana a sa chambre et l'enfant a sa chambre. On est entré à l'hôpital à 3. Donc on a dit on veut concevoir cet enfant à 3. On a quand même mis un an avant d'être accepté concrètement. Oui. Donc on a dû passer quand même toute une série d'examens, on va dire. Quoi. Psychologique, avocat, un expert en droit international. Ils ont une responsabilité envers les enfants qui naissent dans leur centre. Et donc je crois que c'est pour ça qu'ils sont très vigilants à voir si le projet est viable ou pas. C'est un peu terrible de parler de viabilité parce que tu peux jamais être sûr à 6000% que tu vas être complètement le parent exceptionnel et responsable. Mais je crois qu'ils essayent de prendre un maximum de sécurité. Et nous, en fait, ils ont beaucoup insisté sur des points au niveau de l'autorité parentale, au niveau, et ça, ils en parlaient beaucoup. Et je comprends aujourd'hui qu'ils puissent en parler au niveau de ce qui va se passer dans le futur si vous décidez de vous séparer. Si un jour ça vient qu'on ne veut plus vivre ensemble, peut-être chacun peut avoir un appartement et donc vivre toujours ensemble avec l'enfant dans la même maison. Au niveau du planning, c'est des gestions de planning quand même qui sont très complexes. Ça l'était déjà avant que notre fille naisse, mais alors maintenant qu'elle est née, c'est effectivement encore plus complexe parce qu'on continue au sein de notre famille à avoir aussi des envies individuelles et donc tout ça doit être combiné dans un planning. Et on communique beaucoup, Ouais. clairement. On est obligé, on n'a pas le choix en fait. Quoi. Moi, ce que je trouve très rassurant, c'est que là, on peut dire que ça se passe bien. Il y a eu des moments où ça ne s'est pas bien passé, mais que ça nous a vraiment permis à chaque fois de nous dire, en fait, on a fait un choix, c'est de vivre ensemble et de fonder une famille ensemble. Et il n'empêche que, oui, encore une fois, j'ai l'impression qu'on renouvelle à chaque fois ce projet, cette envie qu'on avait. L'engagement, oui. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence entre nous et un couple hétéronormal. En fait, c'est eux les parents, les géniteurs, les parents biologiques. Et moi, non. Moi, c'est vrai que très souvent, c'est arrivé que des gens, même de mon entourage, me posent la question, mais en fait, toi, tu te sens réellement père mais ça, après, c'est des considérations. C'est comme les gens qui disent, mais en fait, vous êtes sûr de vouloir un enfant en dehors d'une relation amoureuse. Et en fait, je trouve ça juste absurde parce que, donc, qu'est-ce que tu mets sur l'amour? Et je crois pas qu'on ne partage pas énormément d'amour et qu'on donne énormément d'amour à notre fille. Donc, c'est pareil au niveau de la biologie. Je sais pas si des gens ont besoin de ce lien-là. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a complètement dépassé ou que moi, j'ai complètement dépassé. Elle s'est endormie à 13h. à 13h, mais après, gazouiller jusqu'à 13h20. on a d'abord clarifié les choses entre nous avant qu'elle naisse, on a eu bien le temps. Et donc, oui, on lui dit clairement qu'elle a 2 papas, une maman, et c'est ce qu'on communique à tout le monde, justement, parce qu'on sait qu'on ne veut pas la mettre dans une situation où elle devrait expliquer quelque chose qui lui semble bizarre ou quoi. Ce qu'elle voit, donc le schéma qu'elle a devant elle, pour elle, c'est la réalité. Mais c'est beaucoup plus naturel que pour nous. Mais donc, en fait, c'est surtout elle qui a un moment, parce que nous, on vit ensemble, donc oui, elle a 2 papas, elle a une maman. C'est elle plus tard qui se rendra compte qu'en fait toutes les familles n'ont pas 2 papas et une maman en fait. Elle fait la différence entre 1 et 2, ça elle fait déjà, et donc très vite elle a différencié avec les papas. Donc une maman, elle a une maman et 2 papas. C'est marrant parce que maintenant elle a commencé il n'y a pas longtemps, elle dit pour les papas, elle dit les papas. C'est drôle. Et voilà les papas de Mathilde et puis la maman qui est avec nous pour parler de cette situation. Mais alors justement, on a envie de savoir comment ça se passe quand on arrive à l'hôpital à Troyes. Comment c'est reçu votre demande, votre proposition de par le corps soignant? Déjà, on a fait le choix donc, de Saint-Pierre, on peut nommer, on pouvait nommer. Donc, on a fait le choix de Saint-Pierre parce qu'ils ont répondu positivement à notre demande par mail déjà. Ce qui n'a pas été le cas d'autres hôpitaux. Et donc, je pense que nous, quand on est arrivé là-bas,
C'était pas encore si simple en fait pour nous. Maintenant, on en parle beaucoup mieux, mais de mettre les bons mots, les bons termes, etc. On n'arrivait pas encore bien à se positionner parce qu'on voulait pas dire qu'on était un couple plus une femme, puisque c'est pas tout à fait ça. Sinon, non ça plus. fait un peu mère porteuse. Voilà, c'est ça. Et donc, on trouvait pas forcément les bons mots. Et donc, je pense que nous-mêmes, au début, on était un peu confus, sans doute. Et donc, ils ont mis du temps, eux aussi, à accepter en fait réellement la demande. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi dû. Ce moment de préparation. Et vous avez rencontré Maître Sosson qui est avec nous. Tout à fait, Alors, mais pourquoi on a besoin d'appui juridique dans ces situations? Expliquez-nous. Parce que ce n'est pas si simple au niveau du droit de la filiation, c'est-à-dire de l'établissement d'un lien juridique avec l'enfant. En tant que 3 parents, quoi. Oui, pourquoi? Parce que le droit belge reste attaché à une idée qu'on a 2 parents. C'est la norme au sens, c'est ce qui est le plus courant, et on n'a pas comme tel de système juridique qui permettrait de rattacher les 3 parents de la même manière. Alors on a un ersatz qu'on peut utiliser qui n'est pas fait pour ça, mais qu'on utilise, qui est l'adoption simple, mais qui ne crée quand même pas 3 liens de filiation avec des droits équivalents. Parce que ça, c'est très neuf quand même comme idée de pouvoir avoir 3 parents. On peut en avoir 2, et puis il y a quelqu'un qui peut s'agréger par adoption. Mais on n'est pas encore complètement, en tout cas pas chez nous en droit belge, mais la réflexion avance. On n'est pas dans l'idée que 3 parents équivalents, le droit d'emblée vous fournit 3 liens de filiation. Donc il faut réfléchir. Il y a des pays qui réfléchir. avancent plus vite que nous à ce niveau-là. Il y a quelques pays qui avancent plus vite. Il y a les Pays-Bas qui sont bien en route. Et puis alors on a quelques États des États-Unis qui ont avancé là-dedans. La Californie, par exemple, a été la première à reconnaître, là, juridiquement, par un tribunal qui a dit il y a 3 parents. Et c'était dans les années 90, hein, donc eux, ils sont assez précurseurs. Quand on arrive avec une demande chez vous, est-ce que vous pouvez dire OK, on va trouver un schéma qui va être juridiquement tenable? Comment vous fonctionnez du coup? Alors j'explique les possibles et j'explique les limites. Et là, j'ai bien dû expliquer qu'on allait devoir un peu rentrer en rond dans un carré, quoi, parce que la loi, elle n'est pas vraiment faite pour ça, mais qu'on allait pousser un petit peu, mais qu'il allait avoir des choses qui n'allaient pas aller. Par exemple, que le 2e papa qui allait adopter l'enfant, bien, il allait devenir l'adoptant, parce que c'est dans la conception classique de l'adoption, et c'est normal que l'adoptant prenne une place première, mais ça veut dire que le premier papa s'efface un peu, au sens où on n'exerce plus, par exemple, l'autorité parentale. Et ça ne va pas dans le projet. Mais, quand on voit ce projet, quand on entend les 3 parents, ils sont là... Évidemment, ça ne va pas. Il n'y a pas un sous-parent, mais je n'ai que ça dans ma loi actuelle à proposer, et je n'ai que ça en magasin, entre guillemets. Et donc ça, c'est juridiquement, après, vous savez que les parents sont là et qu'ils ont... Voilà, c'est aussi à vous de porter le projet quand... Oui, mais le fait de devoir réfléchir à tout ça, en fait, ça aide aussi à solidifier, j'ai l'impression. Parce que nous, on sait très bien quels sont nos droits, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On a réfléchi à tout ça. Et donc, c'est sûr que par rapport à ça, on se sent solide, on sait quels sont les risques aussi. On sait ce qui se passe en cas de séparation, par exemple. On sait dans quelle précarité l'un ou l'autre parent pourrait être. Et donc, ça aussi, ça joue un rôle, en fait, dans la façon dont on vit aussi la relation et l'engagement les uns aux autres, parce qu'on a réfléchi à tout ça. Et Mathilde a 2 ans pour le moment. Vous êtes toujours dans la maison à vous 3. Les travaux sont toujours en cours, donc il y a de quoi tenir. Alors, Antoine, au niveau juridique, vous arrivez avec cette proposition de 2 parents, mais qui ne vivent pas d'un amour tel qu'on peut l'entendre, un amour de couple hyper traditionnel. Ça marche ? Juridiquement, il n'y a pas trop de problème pour nous parce que biologiquement, on est les parents de l'enfant et on nous a très bien expliqué très clairement qu'à partir du moment où on le reconnaît à la naissance, on en est les parents et on exerce l'autorité parentale. Et j'écoutais parler Tatiana et nous aussi, on a dû avoir cette discussion et ces questions de... à partir du moment où on est tous les 2 des personnes célibataires qui ne sont pas destinées à le rester toute notre vie, la question de compagnons ou de famille qui s'agrandit, elle existe. Et on a très vite fait la distinction entre l'autorité parentale, qui est un concept légal un peu froid, et l'éducation et les choses qu'on a à transmettre à un enfant. Et on fait très bien la distinction. Et je pense que les enfants, dans leur tête, n'ont pas la différence entre l'autorité parentale et les personnes qui les éduquent. Ils ont juste des gens qui les entourent. Quand j'ai rencontré la première fois en 2017 ou 2018 des gens de chez Homoparentalité, l'ASBL qui s'occupe de donner des témoignages autour de ça, c'était très clair dans leurs témoignages et ce qu'ils expliquaient. Et c'est très réconfortant aussi de se dire, oui, en fait, ce que les enfants voient, c'est les gens qui s'occupent d'eux et qui leur donnent de l'amour. Et qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 6.
je pense que c'est même parfois mieux, parce qu'ils ont plus de référents. C'est aussi d'être parent à 3, c'est un avantage, facile, évidemment, pour s'occuper de l'enfant. Ouais. On entendait parler du planning, mais ça, c'est aussi plus facile. Parfois, il y a beaucoup de parents seuls ou à 2 qui rêveraient de votre situation. Absolument, oui. On a beaucoup de jaloux, nous, qui nous disent « Mais vous avez vraiment de la chance », parce que ça nous permet aussi, on est tous les 3 artistes, on a tous les 3 des projets, donc ça nous permet effectivement d'avoir parfois 2 plus 1 ou 1 plus 2 qui travaillent. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est l'avantage. L'aspect juridique, Joanne Sosson, c'est surtout pour le après, pour le en cas de pépin, qu'il faut quand même s'attacher à des bases. Effectivement, le droit, il intervient quand ça ne va pas. C'est dans les situations, et je crois qu'il faut les anticiper, effectivement, dans ce genre de projet. Qu'est-ce qui se passe si on n'est plus en couple parental, je n'aime pas le terme, mais il y a quand même une forme de lien là qui se crée. Qu'est-ce qui se passe si on ne s'entend plus? Parce que les liens sont forts pour le moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on voit dans la pratique aussi, c'est que quand ce genre de situation éclate, c'est potentiellement extrêmement complexe à vivre, et on peut avoir des situations très conflictuelles, comme on peut avoir des gens qui arrivent à s'entendre. Mais comme dans un divorce classique. Disons. Oui, ou comme, et on en accompagne beaucoup, comme dans un divorce de couple de femmes dont l'une est coparente. Elle est la deuxième mère, et là, le droit le reconnaît. Ça, ce deuxième lien, tant qu'on reste à 2, le droit, ça va. Hein. Oui. Mais effectivement, ça peut être complexe, et notamment parce que le quotidien de l'autorité parentale, c'est vrai que ce n'est pas un souci. Mais quand on est séparé, par exemple, il y en a un qui veut rentrer dans son pays s'il est d'origine étrangère, oula, ça c'est le genre de discussion, voilà. Mais je trouve que ça amène aussi beaucoup de responsabilités. Nous, je sais qu'en ayant pris conscience de ces risques-là, ça nous a amené vraiment à se dire, oh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, on porte cette famille à 3, c'est un choix, et justement parce qu'il y a la loi quelque part qui désavantage, en tout cas un de nous 3, on est obligé de faire très attention à ces liens pour ne pas qu'il y ait ce genre de drame dont on nous a abondamment parlé aussi. Parce qu'ils existent, oui, ces drames-là, ils existent, et ils sont très forts, ils sont très lourds. Et la responsabilité, c'est l'enfant aussi, et comme on l'entend dans la séquence, cette phase de processus peut-être via l'hôpital qui est long et qui est parfois douloureux, qui remet beaucoup de choses en question, peut sembler finalement nécessaire, peut-être pas pour tout le monde, mais vous, ça a été le cas finalement pour nous, ça a été primordial, parce que ça nous a vraiment permis de poser les bases, quoi. Oui, c'est sûr, ça nous a fortifiés en tant que famille, clairement. C'est pareil pour vous, Antoine. Ce qui se passe pour le moment avec l'hôpital, toute la préparation, en espérant que ça marche un jour, que vous puissiez avoir un enfant, c'est une phase positive? On a beaucoup de temps parce que c'est un processus long, et il faut le dire, c'est pas parce qu'on décide de faire un enfant et qu'on se présente à la porte de l'hôpital que ça fonctionne tout de suite, parce que la nature est quelque chose de compliqué et qui est parfois capricieux. Mais moi je pense que, comme vous le disiez, c'est une chance de pouvoir se poser toutes ces questions-là à l'avance, parce que il y a cette responsabilité de mettre un enfant au monde, et Dieu sait si le monde aujourd'hui est compliqué et parfois anxiogène, et de se dire on fera en sorte que ça se passe bien, et on essaye de se projeter dans le futur. Et ce temps de projection dans le futur, il est nécessaire, et il est aussi long, parce que c'est pas en prenant une après-midi, une feuille de papier qu'on passe toutes les cas de figure en revue, et les gens à l'hôpital ont un très bon accompagnement par rapport à ça. Ils sont très humains et très patients, et j'ai jamais senti une once de jugement par rapport à ce projet, et je m'attendais à en recevoir, comme on peut en recevoir en faisant partie d'une minorité sexuelle. Et en fait, j'ai été très surpris, c'est-à-dire qu'ils sont très à l'écoute, et ils ciblent en fonction des projets de famille les difficultés que les personnes rencontrent, et donc ils fournissent un accompagnement qui est vraiment presque taillé sur mesure, et je tenais vraiment à saluer ça, parce que ils font un boulot assez fantastique. Du côté du droit, Joanne Sosson, il y a ce non-jugement aussi, enfin c'est marrant de parler de jugement quand on parle du droit, mais je veux dire, vos collègues, vos consorts, confrères parviennent aussi à recevoir des situations comme ça sans juger. Comment vous le vivez par exemple ? Alors effectivement, et comme j'enseigne dans ces matières-là et que je fais des recherches dans ces matières-là, on voit qu'il peut y avoir, on sent qu'il y a quand même encore un changement
qui n'est pas toujours bien accepté. Je pense que ce modèle de la famille classique, un père, une mère, a encore des gens qui s'inscrivent dans ce modèle comme étant le modèle exclusif. Et en même temps, les choses changent vraiment. Moi, je le vois dans la génération des étudiants à qui on parle. Bon, c'est rentré dans quelque chose, c'est beaucoup plus fluide, mais tout devient plus fluide, parce que le droit, il a changé. Avant, on rentrait dans un moule, dans un modèle qui était le seul que la société acceptait. Maintenant, on est passé dans un modèle où le droit doit accompagner des changements, en tout cas, c'est ce qui est souvent revendiqué, et que chacun doit pouvoir s'autodéterminer, y compris dans son projet parental, y compris dans son projet de vie et dans son projet de parenté. Or, le droit, il a plutôt toujours un peu donné des directions, et on est passé dans un tout autre paradigme aujourd'hui. C'est que le droit devrait accompagner tous les possibles. Alors, il ne peut pas tout accompagner, parce que de temps en temps, il faut quand même mettre des limites, effectivement, mais lesquelles? Alors, ces limites changent. C'est la même chose avec la considération du sexe aujourd'hui, qui devient fluide. Donc, tout devient plus fluide, mais il y en a évidemment qui sont peut-être un peu nostalgiques d'anciens modèles qui étaient rassurants, quelque part. Et c'est compliqué. Enfin, je pense que c'est un challenge que vous faites de réinventer la parenté. Quand c'est fait en pensant aussi bien que vous l'avez pensé, ce projet parental commun, ou comme vous qui allez à Saint-Pierre pour avoir un accompagnement, il y a beaucoup de gens qui le font sans réfléchir. Absolument. Parce qu'en même temps, la nature est capricieuse, mais c'est pas si compliqué non plus pour certains. Parfois, ça pourrait être facile. Voilà. Et là, quand c'est pas réfléchi, en amont, c'est là qu'en aval, on a des problèmes. Et ça remet beaucoup de choses en question. Hein. Ça, on le voit aussi, que parfois, parce que ça remet le concept de famille, mais aussi le concept de couple, enfin, toutes ces choses-là. Et le concept d'amour aussi. Qu'est-ce qu'on met sur l'amour? Exactement. Ça veut dire quoi, en fait, et donc, et parfois aussi, comme vous le dites, quand les gens... en fait, c'est comme si ça re-questionnait leur propre modèle et peut-être aussi les limites de leur propre modèle, alors que nous, enfin, je veux dire, nous, on fait notre vie. Hein. On ne dit pas aux gens d'avoir des enfants à 3 ou à 4 ou à 5, hein, c'est pas... Et de l'autre côté, vous le disiez en préparant cette émission, il y a d'autres modèles, d'autres situations de coparentalité qui peuvent aussi vous surprendre à la base, où vous dites « Ah, mais comment ils font comment elles font ?» Tout à fait. Nous, on n'est pas à l'abri d'intolérance par rapport à d'autres modèles. Enfin, on a le nôtre et on essaye d'être à l'écoute, mais oui, c'est sûr. Ouais. Mais toujours peut-être rester ouvert pour faire bifurquer ces trajectoires normatives et qui permettent à tout le monde d'exister comme ces personnes l'entendent. Alors, Antoine, on parlait de homoparentalité, cette ASBL dont vous avez déjà vu le logo dans cette émission. C'est une ASBL qui est là pour accompagner les homoparents, donc les personnes qui veulent pas forcément, qui ont des projets de coparentalité, mais qui ont des projets d'adoption, qui ont des projets de GPA. Et ça vous a particulièrement aidé de pouvoir les contacter, d'avoir un contact avec eux? Ouais, à l'époque, c'était moins difficile de se réunir et d'être en groupe dans des salles avec beaucoup de public. Et eux, ils basent leur force. Ils font aussi d'autres choses, d'autres activités, mais les choses auxquelles j'ai pris parti, c'est plutôt des témoignages de différents types de familles, justement pour les couples homoparentales et plus, puisque aussi représentaient au niveau coparentalité des modèles, non pas seulement à 2 personnes avec un couple qui s'aime, comme on en a parlé. Et donc, le fait de pouvoir avoir dans la même salle et de pouvoir poser des questions à des gens qui sont familles d'accueil, des femmes qui sont passées par une PMA, des gens qui ont fait une GPA à l'étranger aussi, avec tous les problèmes juridiques que ça pose. Et là, il y en a beaucoup. C'était déjà très enrichissant et j'ai appris énormément de choses, mais surtout, ça m'a donné une impulsion pour monter mon projet. Et ça m'a... Parce que c'était possible. Parce qu'on voit que ça existe. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de vous inviter dans cette émission. Que je le disais, c'était pas facile de trouver des personnes qui ont envie de témoigner. Mais l'idée aussi de parler un peu de son intime, de son cocon familial, c'est de dire il y a d'autres modèles, c'est possible. Et c'est aussi pour les enfants et les futurs enfants, se dire en fait... nos parents passaient à la télé, ils racontaient notre histoire et donc ça donne aussi un appui. Comment elle va, Mathilde, aujourd'hui? Mathilda. Elle va très bien. Donc, on a fait le choix de ne pas la montrer là parce qu'on s'est dit qu'elle est encore petite et qu'on ne voulait pas utiliser son image sans qu'elle puisse s'exprimer par elle-même. Elle est encore un peu petite pour ça. Mais oui, j'espère bien quand elle sera grande qu'elle pourra voir aussi qu'effectivement on lui raconte son histoire et que son histoire est légèrement différente des personnes autour d'elle, mais qu'elle est, enfin, on tient à la raconter telle qu'elle a eu lieu précisément, à lui donner les bons mots, les bons appuis, le bon soutien, et parce que voilà, on est ses parents et qu'on veut lui donner les bonnes bases.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Antoine, encore un mot, je vois que vous avez envie de... Non, je suis toujours très ému de voir des projets qui se concrétisent et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite avec la petite Mathilda. Oui, à vous aussi. Et on souhaite vraiment aussi le meilleur et que ça arrive le plus vite possible ou pas, Absolument. que vous preniez le temps de préparer ce qu'il faut. Merci, Maître Joanne Sosson, de nous avoir accompagnés dans cette émission pour avoir l'aspect juridique. Ça change un petit peu des autres numéros d'Autrement, d'avoir une avocate avec nous, mais ça fait du bien aussi. Je vous souhaite une très belle soirée sur BX1 et je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Autrement.